Oui, Monsieur le Président, bon après-midi. Madame et Messieurs les juges, il s'agit de l'affaire IT 9830T. Le procureur contre Kwatchka et consort. L'accusation peut-elle se présenter, s'il vous plaît? Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Susan Sommers, conseil principal. J'ai à ma droite Madame Yukiko Takashiba, Monsieur Nobu Hayashi, Monsieur Daniel Saxon, Monsieur Kapila Wadiaratne et Madame Denise Gusta, à ma gauche. Susan Sommers, pour la défense, s'il vous plaît. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je m'appelle Kirsten Simic. Je représente les intérêts du premier accusé, Miroslav Kwatchka. Bon après-midi, Madame et Messieurs les juges. Je m'appelle Jarko Nikolic, conseil principal de l'accusé Miloïd Sakos. À ma droite se trouve Madame Yelena Nikolic et Monsieur Eugène O'Sullivan. Bonjour, Madame et Messieurs les juges, je suis Thomas Fila et c'est avec Maître Jovanovic que je défends les intérêts de Monsieur Radic. Bon après-midi, Madame et Messieurs les juges. Je m'appelle Slobodan Stojanovic. Je défends les intérêts de Zoran Zigic. À ma gauche se trouve mon confrère, Maître Deretic. Bon après-midi, Madame et Messieurs les juges. Je m'appelle Jovan Sivic et c'est avec Dusan Masic que nous défendons les intérêts de Monsieur Prsac. Dragoljub. Merci beaucoup à vous tous. L'injustice, n'importe où, est une menace à la justice partout. Selon une belle formule de Martin Luther King. C'est en ayant à l'esprit cette maxime et dans le souci d'écarter une telle menace que la Chambre rend aujourd'hui son jugement dans l'affaire intentée par le procureur contre Miroslav Kwatchka, Miloïd Sakos, Mlado Radic, Zoran Zizic et Dragoljub Prsac. Pour persécution et autres crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis dans la région de Prizhdor entre le 26 mai et le 30 août 1992 et plus précisément dans les camps d'Omarska, de Karaterm et Tornpolier. Avant d'aborder le fond de l'affaire, il convient de faire quelques remarques préliminaires. En premier lieu, nous voudrions remercier tous ceux qui ont participé à des titres divers à ce procès, en ayant une pensée particulière pour ceux et celles qui ne sont pas présents aujourd'hui, mais qui sont quand même parmi nous. En deuxième lieu, nous souhaitons relever les vicissitudes procédurales qu'a connues ce dossier. Les accusés ont été arrêtés à des dates aussi distinctes que le 9 avril 1998 pour les premiers, M. Kwatchka et M. Radic, ou le 5 avril 2000 pour le dernier, M. Prsac. L'équipe du procureur a changé plusieurs fois d'avocat général. Une équipe de la défense, celle de M. Zizic, a aussi changé de composition. La Chambre a elle-même été composée de plusieurs manières au stade de la mise en état. La Chambre a elle-même Au total, le procès n'a pas pu s'ouvrir que le 26 février 2000 à l'encontre des accusés Kwatchka, Radic, Kos et Zizic. Mais M. Prsac était arrêté le 6 mars 2000 et, après en avoir débattu avec les parties, la Chambre a ordonné la jonction des procédures dans un souci de bonne administration de la justice. Le procès a repris le 2 mai 2000, cette fois contre 5 accusés, et les débats ont été déclarés clos le 19 juillet 2001. Au cours du procès, une soixantaine de décisions et ordonnances écrites ont été rendues sans compter
plus d'une centaine de décisions orales. Il y a eu 6 appels interlocutoires. La Chambre a tenu 113 jours d'audience dans cette affaire, étant entendu qu'elle tenait en parallèle des audiences dans l'affaire Krstić. Enfin, la Chambre a entendu 50 témoins pour l'accusation et 89 témoins pour la défense et a par ailleurs admis un total de 489 pièces à conviction. Nous ne souhaitons pas ici entrer plus avant dans les détails de la procédure. 2 décisions particulièrement importantes au regard de ce procès méritent cependant d'être mentionnées. La première est le constat judiciaire dressé par la Chambre à la requête du procureur. La Chambre a décidé, en s'appuyant sur l'arrêt de la Chambre d'appel dans l'affaire Tadić, qu'il existait dans les lieux et au temps visé à l'acte d'accusation une attaque massive et systématique dirigée contre la population civile musulmane et croate de la municipalité de Prijedor, qui s'inscrit dans le cadre d'un conflit armé, mais aussi que les faits décrits dans cet acte d'accusation et commis au préjudice de ces populations, et notamment des détenus des camps d'Omorska, de Karaterm et de Tornbolier, sont en relation avec ce conflit. Cette décision, qui est largement le résultat des échanges entre les parties, a permis de circonscrire relativement les faits et de centrer la discussion sur la responsabilité individuelle de chacun des accusés. La seconde décision qui mérite d'être soulignée ici est celle prise le 14 décembre 2000 sur les requêtes aux fins d'acquittement présentées par la défense des accusés M. Radić, Kos, Zizic et Prčac. La Chambre a considéré, et ce même en l'absence de requête de la défense de M. Kovačka, que les accusés Kovačka, Radić, Kos et Prčac devaient être acquittés des crimes qui leur étaient reprochés et auraient été commis à Karaterm et Trnpolier, ainsi que, pour certains faits, commis au préjudice d'un nombre de victimes limitativement énuméré. L'accusé Zizic a été lui aussi acquitté pour un nombre limité de faits pour lesquels il était poursuivi. Venons-en maintenant au prononcé du jugement proprement dit dans l'affaire le procureur contre Miroslav Kovačka, Milojica Kos, Mlado Radić, Zoran Zizic et Dragoljub Prčac. Il n'est pas question ici de lire l'intégralité du jugement écrit, mais d'en présenter une synthèse qui permet aux accusés ainsi qu'au public de connaître l'essentiel des raisons qui ont conduit la Chambre à se déterminer comme elle l'a fait. Nous soulignons que le seul texte qui fait foi est celui du jugement écrit et que rien dans ce que nous allons dire ne pourra être conçu comme pouvant modifier, même de façon minime, ce jugement. Messieurs Kovačka, Radić, Kos, Zizic et Prčac, les crimes qui vous sont reprochés sont fondés sur les événements qui ont suivi l'attaque des forces serbes sur la ville de Prijedor en avril-mai 1992. Les arrestations auxquelles les Serbes ont procédé et l'ensemble des mauvais traitements que presque toutes les personnes arrêtées ont subis. Des mauvais traitements aussi pouvant aller jusqu'au viol, à la torture et à la mort. Pour parvenir à sa décision, la Chambre a dû répondre essentiellement à 3 questions. Quels sont les faits? Quel crime peut-on retenir? Peut-on vous retenir, messieurs Kovačka, Radić, Kos, Zizic et Prčac, coupables de l'un ou l'autre de ces crimes? C'est un résumé des conclusions
auquel la Chambre a abouti sur ces trois questions que nous allons présenter maintenant. Quels sont les faits? Le 30 avril de 1992, les forces serbes ont pris le contrôle de Prijedor. La prise de Prijedor est bientôt suivie de l'éviction des non-serbes, musulmans ou croates de Bosnie des fonctions de responsabilité. Beaucoup finissent par perdre leur emploi, leurs enfants sont empêchés d'aller à l'école et la radio diffuse une propagande anti-musulmane et anti-croate. Les Croates et les musulmans n'acceptent pas cette situation et envisagent de réagir. En cas de résistance importante de leur part, les Serbes lancent des attaques comme contre les villes d'Ambarina et Kozarac. Le 30 mai, la tentative des musulmans de reprendre le contrôle de Prijedor échoue. Pour prévenir toute velléité de résistance de la part des Croates, et surtout des musulmans, les Serbes décident de procéder à l'interpellation de toute personne non serbe, susceptible de présenter un danger et donc en particulier à l'arrestation des personnes ayant exercé une autorité quelconque, y compris morale, ou représentant un certain pouvoir, notamment économique. Dans le même temps, les hommes sont séparés des femmes, des enfants et des personnes âgées. Les hommes, surtout, devant être interrogés. Il convient donc, selon les Serbes, de regrouper ceux des non-serbes qui n'ont pas quitté la région d'un des centres. C'est ainsi que sont créés les centres d'Omarska, Karaterme et Tornpolje. Mais les éléments de preuve présentés devant la Chambre conduisent à devoir parler non pas de centres d'enquête ou de regroupement, mais bien de camps. Celui de Tornpolje est en réalité un ensemble assez disparate de bâtiments dans le village du même nom. Le camp d'Omarska occupe les locaux d'une ancienne mine de fer et le camp de Karaterme ceux d'une usine de céramique. Compte tenu des charges reprochées, respectivement aux accusés, et des conclusions finales de la Chambre, nous nous concentrerons sur le camp d'Omarska. Tout comme ceux de Tornpolje et de Karaterme, le camp d'Omarska a été officiellement établi le 30 mai 1992 par Simo Drlacha. Nous notons que Drlacha était accusé par le tribunal, mais il est mort lors d'une tentative pour l'appréhender. Initialement prévu pour fonctionner une quinzaine de jours, il fonctionnera en réalité jusque vers le 20 août 1992. Pendant cette période de près de 3 mois, ce sont plus de 3334 détenus, au moins, qui passent par le camp. À cela, il faut ajouter une trentaine de femmes, dont plusieurs occupaient un rang élevé sur le plan local. Tous les détenus sont interrogés. Presque tous sont frappés. Beaucoup ne sortiront pas vivants du camp. De fait, les conditions de vie au camp d'Omarska sont absolument épouvantables. Peut-être certains d'entre vous se souviennent-ils de ces images qui y furent tournées par une équipe de télévision sur lesquelles on voit des hommes au corps émacié, au visage marqué, à l'air souvent résigné, sinon abattu. Ce sont ces images qui entraîneront une réaction de la communauté internationale et sont peut-être l'une des origines de la création de ce tribunal. Il faut s'imaginer le camp d'Omarska. Un bâtiment administratif avec un réfectoire et des cuisines au rez-de-chaussée et des bureaux qui servent notamment pour les interrogatoires à l'étage. Depuis le réfectoire et l'escalier qui conduit au bureau, on peut voir l'espace qui sépare le bâtiment administratif des hangars, un endroit qu'on appelle la pista. Un peu plus loin, un peu
Plus loin, on voit un espace herbeux avec un petit bâtiment de couleur claire qu'on appelle la Maison Blanche. Plus loin encore, mais on ne le voit pas, un très petit bâtiment, la Maison Rouge. Les mauvais traitements sont continuels et généralisés au sein du camp et commencent dès l'arrivée des détenus. Dès leur arrivée, en effet, les prisonniers sont le plus souvent battus ou, en tout cas, maltraités, comme pour leur signifier immédiatement qu'ils ne seront pas considérés comme des êtres humains. On les fait descendre de l'autobus qui les conduit au camp en les frappant. On les fait s'aligner contre le mur et souvent ils se font dérober un document d'identité ou de l'argent. On les fait chanter des chansons serbes. On les fait asseoir sur le sol ou même se coucher à plat ventre sur l'asphalte, brûlant pendant des heures, sans qu'ils aient le droit de bouger ou la possibilité de boire. Puis ils sont interrogés. Ils sont alors frappés à coups de poing, à coups de bottes, avec la crosse des armes, avec toutes sortes d'instruments. Il n'y a pas de cellules dans les hangars, mais de grandes salles où les détenus sont entassés dans une promiscuité insupportable, ayant parfois à peine l'espace de bouger, contraints à dormir lorsqu'ils le peuvent à même le sol ou sur des palettes. Les prisonniers n'ont qu'une maigre nourriture, souvent avariée, presque pas d'eau. Il n'y a pas, pour ainsi dire, de toilettes. Il faut satisfaire ses besoins naturels dans des seaux ou même souvent dans le coin d'une pièce ou sur soi. Les détenus malades ou blessés ne reçoivent pas ou guère de traitement. D'une manière générale, tous ces hommes sont amaigris, affaiblis et d'autant plus abattus qu'ils vivent constamment dans un climat de violence et d'anxiété. Ils ne savent pas quand leur nom va être appelé. Mais ils savent que quand ils seront appelés, ce sera non pas tant pour être interrogés que pour être frappés. Ils sont frappés lors de leurs interrogatoires, nous l'avons dit. Ils sont frappés lorsqu'ils vont manger alors qu'on les fait courir pour aller au réfectoire. Ils n'ont que quelques minutes pour avaler un piteux repas. Ils sont frappés lorsqu'ils veulent aller aux toilettes, de sorte que la plupart renoncent à y aller. Ils sont frappés aussi sans autre raison apparente que la violence qui saisit un garde ou un visiteur. La Chambre a reçu de nombreux éléments de preuve qui démontrent qu'il n'était pas rare que des personnes extérieures au camp y pénétraient et se livrent à des diverses exactions sur les prisonniers. M. Zizic est de cela. Les femmes, elles, ne sont pas frappées. Certaines sont molestées, d'autres ou les mêmes sont violées. En d'autres termes, il n'est pas un seul lieu dans l'enceinte de Kandomorska où un détenu puisse se sentir en sécurité ou simplement espérer de ne pas être frappé ou subir des violences sous une forme ou sous une autre. Dans le bâtiment administratif, il y a les bureaux, notamment ceux du commandant du camp et celui des communications. Mais il y a aussi ceux où ont lieu les interrogatoires. Les hommes hurlent. Aucun accusé n'entend leurs cris. Les hommes sont violemment frappés. Lorsque les femmes doivent nettoyer, elles voient les traces de sang ou de résidus humains. Les accusés ne voient rien. C'est là que dorment les femmes détenues. C'est là que la nuit, on vient les chercher. C'est là que certaines sont violentées, violées. Certaines, le jour, restent projetées sans prononcer une parole. Aucun des accusés n'aura remarqué quoi que ce soit. Les détenus passent des heures sur la piste. Nous sommes en juin, juillet, août. Il fait souvent chaud, très chaud. Ils n'ont pas à boire, mais ils sont violemment arrosés à coups de lance à incendie. Les hommes sont sales, leurs blessures s'infectent.
Certains ont la dysenterie, des crises de diarrhée. Selon de nombreux témoins, l'odeur est absolument pestilentielle. Les accusés ne sentent-ils rien? Les détenus qui sont conduits à la Maison-Blanche sont presque systématiquement battus, le plus souvent atrocement. On torture les hommes les uns devant les autres. Parfois, on les oblige à se battre entre eux. On bat à mort un père devant son fils. Les hommes hurlent de douleur. Il y a du sang sur les murs, sur le sol. Les hommes qui en ressortent vivants portent les plaies ouvertes, ne peuvent pas se tenir debout, sont inconscients. Les cadavres qui en sont retirés ont des plaies ouvertes au crâne, les articulations coupées, la gorge tranchée. Certaines victimes sont finalement exécutées par balle. Les accusés n'entendent rien, ne voient rien, ne font rien. À force de coups, parfois en raison des coups mortels reçus, les détenus meurent. Leurs cadavres sont laissés sur le terrain, entre la Maison-Blanche et la pista, parfois plusieurs jours. Ils seront chargés dans des petits camions par les détenus. Les accusés ne voient-ils toujours rien? Certains cadavres sont retrouvés bien plus tard dans des fosses, dont ceux de 2 femmes. Le 12 juillet 1992, c'est à la Saint-Pierre, Petrovdan, une grande fête orthodoxe à l'occasion de laquelle on fait un grand feu. Ce 12 juillet 1992, on fait un grand feu avec des pneus. Des coups de feu sont tirés vers une des salles où il y a des détenus. Certains sont appelés hors du hangar. On entend des hurlements. L'air sent le pneu brûlé et la chair grillée. Aucun accusé n'a-t-il rien senti, rien vu? Nous n'avons pas pu ici qu'évoquer à très grands traits les conditions effrayantes de vie des camps, notamment dans celui d'Omarska. À l'évidence, ces faits ne peuvent s'analyser autrement que comme des crimes. Écoutons ce que nous a dit un témoin. Après cette tragédie qui est survenue là-bas, je ne pense pas pouvoir dire que je serai jamais heureuse. D'abord, j'ai perdu mon père, ma sœur. Ma fille souffre de très grosses séquelles de ces événements, et moi aussi. Et je voudrais savoir qui est la personne qui est habilitée pour me faire sortir de ma maison, de ma ville, de mon État, pour me retrouver réfugié quelque part au bout du monde. J'espère que ceux qui sont responsables de cela seront punis tant par Dieu que par vous, et j'espère que vous le ferez de façon honnête et équitable. Quels crimes ont été retenus par la Chambre? Le procureur a qualifié tous les faits que nous venons d'exposer et a reproché aux accusés d'avoir commis des persécutions de l'article 5 du statut au moyen de meurtres, de tortures et de sévices, de violences sexuelles et de viols, de harcèlement, d'humiliation et de violences psychologiques et d'internement dans des conditions inhumaines. Des tortures, articles 3 et 5 du statut, et des traitements cruels, article 3 du statut. Des assassinats, article 5 du statut, et des meurtres, article 3 du statut. S'agissant de M. Radic seul, des viols et tortures, de l'article 5 du statut, pour des faits également qualifiés de torture ou atteinte à la dignité des personnes en vertu de l'article 3 du statut. Il faut souligner 2 choses. D'une part, que le procureur a distingué 2 accusés comme ayant personnellement et physiquement commis de nombreux crimes, M. Radic pour des faits de viol principalement, et M. Zizic pour des meurtres et des violences. D'autre part,
À la demande de la Chambre alors saisie, le procureur a présenté pour chaque accusé une liste de victimes qui permet de différencier notamment les faits reprochés à M. Zizic de ceux reprochés aux autres accusés. D'une manière générale, la défense ne conteste pas la qualification juridique des faits, telle que retenue par l'accusation. Ce qu'elle conteste essentiellement, c'est le rôle des accusés dans la commission de ces crimes. Dans son jugement, la Chambre s'appuie essentiellement sur la jurisprudence du tribunal pour ce qui est de la définition des crimes. Je ne m'étendrai donc pas ici sur la qualification des crimes, sinon pour rappeler que, en dressant le constat judiciaire de nombreux faits, la Chambre avait décidé très tôt au cours du procès qu'il existait dans les lieux et au temps visés à l'acte d'accusation une attaque massive et systématique dirigée contre la population musulmane et croate de la municipalité de Prijedor. Enfin, dans la mesure où les mêmes faits ont été qualifiés de plusieurs manières, la Chambre conclut son jugement en faisant application de la jurisprudence de la Chambre d'appel et ce qui concerne le cumul des infractions et reprend notamment la jurisprudence selon laquelle les mêmes faits peuvent donner lieu à des condamnations à la fois au titre de l'article 3 du statut et au titre de l'article 5 du statut. À l'analyse, la Chambre conclut que des crimes de persécution, meurtre, torture et traitement cruel ont été commis. Les accusés Kavashkan, Radic, Kos, Zizic et Perchac sont-ils coupables de l'un ou de l'autre de ces crimes? La question principale à laquelle la Chambre doit répondre est de savoir si les accusés peuvent être retenus coupables de ces crimes. Très schématiquement, les thèses de l'accusation et de la défense sont les suivantes. Pour le procureur, les faits qui se sont déroulés à Omarska ou à Karaterme, tels qu'ils sont reprochés, doivent être appréhendés dans la perspective de l'ensemble des crimes commis à l'époque dans la région de Prijedor. L'essentiel est qu'une attaque massive ou systématique à caractère discriminatoire a coïncidé avec la commission de nombreux crimes par différents individus. Certains crimes peuvent être isolés, mais s'agissant de cas tels que ceux qui sont en cause ici, c'est la doctrine du but commun ou de l'entreprise criminelle conjointe qui doit être appliquée. Ainsi, pour le procureur, les accusés ne sont pas seulement responsables des crimes qu'ils ont directement et personnellement commis. Ils le sont aussi pour l'ensemble des crimes qui s'inscrivent dans le but commun. Les accusés Kavashka, Radic, Kos, Zizic et Perchac sont en conséquence responsables, dit le procureur, pour l'ensemble des crimes commis à Omarska, l'accusé Zizic portant en outre la responsabilité des incidents s'étant déroulés à Karaterme pour lesquels il est poursuivi. Tous les accusés sont responsables sur la base de l'article 7.1 du statut, c'est-à-dire qu'ils sont individuellement responsables. Mais le procureur avance que les accusés Kavashka, Radic, Kos et Perchac sont également responsables au titre de leur qualité de supérieur hiérarchique en vertu de l'article 7.3 du statut. La défense a souligné d'une manière générale que l'accusation n'a pas avancé la théorie du but commun au moment de l'acte d'accusation, que les accusés n'avaient aucune fonction d'autorité au sein du camp et que tous occupaient des fonctions subalternes ou des métiers sans rapport avec leur position à l'époque des faits. M. Kavashka était un jeune policier non gradé, M. Radic était un policier expérimenté, mais non gradé également. M. Kos était serveur, M. Zizic était chauffeur de taxi et musicien, et M. Perchac, enfin, était retraité au moment où il a été rappelé pour servir à Omarska. La défense des accusés Kavashka et Perchac
ont un autre souligné que ces deux derniers avaient passé peu de temps au camp d'Amarska. M. Zizic n'aurait passé que 8 heures sur une période d'une dizaine de jours à Karaterm. Et s'il a pu commettre quelques écarts dus notamment à son intempérance et à son caractère impulsif, il n'a pas pu commettre nombre de meurtres et de violences qui lui sont imputés, notamment en raison d'une blessure qu'il a subie à cette époque. La Chambre était donc confrontée à des questions de nature très difficiles, très différentes. La réponse à la première, conditionnant très largement les autres. Existait-il une entreprise criminelle conjointe? À titre préliminaire, la Chambre relève que dans l'affaire Selebici, la Chambre d'appel a considéré que, pour souhaitable que cela soit, l'identification dans l'acte d'accusation du mode de participation exact dans les crimes n'est pas en soi déterminante. En d'autres termes, bien que le procureur n'ait pas, loin s'en faut, expressément fait référence à la théorie du but commun, dans l'acte d'accusation, rien n'interdit à la Chambre de considérer cette théorie qui ne constitue finalement qu'une des nombreuses formes de participation envisagées par le statut. Pour reprendre les mots de la Chambre d'appel dans l'affaire Tadic, le statut n'exclut pas les cas où plusieurs personnes poursuivant un but commun entreprennent de commettre un acte criminel qui est ensuite exécuté soit de concert par ces personnes, soit par quelques membres de ce groupe de ces personnes. Quiconque contribue à la perpétration d'un crime par le groupe de personnes visées ou par certains de ses membres, en poursuivant un but criminel commun, peut être tenu pénalement responsable sous certaines conditions. La Chambre a soigneusement évalué tous les arguments présentés, puis examiné scrupuleusement l'ensemble des pièces du dossier et les témoignages très nombreux des victimes. Ce faisant, elle s'est attachée à vérifier la fiabilité des déclarations des uns et des autres, s'abstenant de toute approche systématique ou monolithique. C'est ainsi qu'un témoin considéré comme crédible sur un incident a pu être écarté au sujet d'un autre incident. La Chambre a pesé méticuleusement tous les éléments susceptibles de fournir une indication, d'une part sur la place exacte de l'un ou l'autre accusé au sein du camp, d'autre part sur les actes ou omissions qui ont été les siens, enfin sur la relation pouvant exister entre chacun des accusés et les camps mis en place le 30 mai 1992. Il n'y a aucun doute possible. Les camps d'Omarska, de Karaterm et de Tornpolier ne sont pas un accident. Ils ne sont pas le fruit du hasard. Les éléments de preuve démontrent qu'ils sont le résultat d'une politique délibérée visant à imposer un système de discrimination aux populations non serbes de Prijedor. La Chambre convient tout à fait qu'aucun de vous, messieurs les accusés, ne peut se voir reprocher d'avoir participé, même de loin, à l'élaboration ou à la planification de ce système. La Chambre n'affirme pas davantage que vous avez été impliqué à un titre ou à un autre dans la conception des camps ou dans la décision de les ouvrir. Lorsque vous êtes en fonction dans le camp, M. Kovachka, Radic, Kos et Persac, vous savez bien ce qui se passe. Et vous, M. Zizic, quand vous entrez dans un camp, c'est moins pour y exercer des fonctions de garde, ce que vous n'avez
était qu'à terme, et pour un temps très court, que pour vous livrer au plaisir sadique de frapper les détenus, seul ou avec d'autres, sans vous inquiéter le moins du monde de la souffrance que vous leur infligez jusqu'à la mort parfois. Mais la Chambre ne peut accepter que vous n'ayez pas eu conscience de participer directement à ce système de persécution dans sa composante camp. La politique discriminatoire mise en œuvre par d'autres que vous ne s'est pas arrêtée aux portes des camps. Bien au contraire, les camps sont prétexte de rechercher d'éventuels opposants criminels, n'étaient qu'un rouage de plus dans la machine à persécuter les populations non serbes de la municipalité de Prijedor. Ce rouage était en lui-même, par définition, discriminatoire. Il n'y a eu, pour ainsi dire, aucun Serbe détenu à Omarska, et ceux qui le furent étaient accusés de collaborer avec les ennemis non serbes. Ce rouage, c'est vous qui, chacun d'une manière différente, avez permis qu'il tourne. Pour que les camps fonctionnent, il fallait un commandant de camp, un adjoint au commandant, ou quelqu'un, en faisant la fonction, des agents administratifs pour tenir la liste des prisonniers, des chefs d'équipe pour permettre une rotation entre les gardes. Aucun de vous ne peut raisonnablement soutenir que ces camps avaient pour seul but de procéder plus facilement à des enquêtes pour identifier d'éventuels criminels, ce qui, en soi, aurait pu se concevoir. Toute personne entrant dans l'un de ces camps pouvait immédiatement percevoir la réalité qu'il recouvrait, c'est-à-dire d'espaces de privation de liberté où la violence est constante, délibérée, infligée aussi bien par les personnes supposées garder les prisonniers que par des personnes venant de l'extérieur, une violence infligée à des détenus mal nourris, peu ou pas soignés, pas lavés, souffrant de dysenterie, une violence qui va jusqu'au meurtre. Ce sont les cadavres que l'on laissait à l'air libre, au vu et au su de tous. Dans ces conditions, comment pouvez-vous légitimement soutenir que vous ne saviez pas? Vous le saviez, M. Kovachka, puisque vous avez voulu faire sortir vos beaux-frères du camp d'Omarska. En tant que policier, vous saviez bien la différence qu'il y a entre tabassage et interrogatoire. Vous saviez bien, M. Radic, que la violence utilisée lors des interrogatoires était considérable, puisque, selon vos propres déclarations, vous passiez beaucoup de temps dans les bureaux. Vous aussi, M. Persac, qui vous êtes plus à souligner le caractère strictement administratif de vos tâches, comme si le blanc du papier pouvait cacher la couleur du sang sur les murs ou la pointeur ambiante. Vous le saviez bien, M. Kos, vous qui avez argué de votre qualité de serveur pour insister que vous n'étiez même pas un policier et que donc vous ne commandiez rien ni personne. Mais nous savons que les gardes fonctionnaient selon le système des 3-8. Nous savons donc que vous étiez là au moins 8 heures par jour. C'est pour cela que les victimes ont pu vous identifier comme chef d'équipe, et peu importe que vous n'avez pas été policier auparavant. Il faut même croire que cela vous a plu, puisque vous êtes resté tout le temps que le camp a fonctionné et que vous avez fait un stage de police par la suite. Et vous, M. Zizic, nous savons bien que vous aimiez venir à l'improviste au camp d'Omarska, au camp de Karaterme, au camp de Tornpolier. Nous le savons car vous êtes tellement excessive que même les autres gardes se plaignent de vous et des rapports sont faits pour que des mesures soient prises qui vous empêchent de revenir.
La Chambre souhaite que vous la compreniez bien. La Chambre ne dit pas que vous aviez bien prévu, ni que vous souhaitiez que les choses se passent comme elles se sont déroulées. La Chambre dit que vous avez eu pleinement conscience du système de persécution mis en œuvre au camp d'Omarska, de Karaterme et Tornbolier, et que vous y aviez participé, chacun à votre manière, en toute connaissance de cause. Vous avez participé à cette orgie persécutoire infernale. Monsieur Kavashkin, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Monsieur Kavashkin, vous êtes un policier professionnel, très au fait des règles applicables en matière de police. Que vous travaillez au camp d'Omarska entre le 29 mai et le 23 juin 1992, vous êtes, selon vos déclarations, officier de service. Vous n'avez pas de fonction officielle, pas de responsabilité particulière. Vous assistez bien à quelques violences, mais vous n'y participiez jamais. Au contraire, vous dites avoir voulu aider certaines personnes, notamment vos beaux-frères qui sont musulmans. Mais la Chambre considère que des actes isolés de bienveillance à l'égard de certains prisonniers ne sauraient absoudre de crimes éventuels. Vous n'êtes pas un petit fonctionnaire, tout en bas de l'échelle, qui ne saurait en rien influer sur les cours des événements. Les éléments de preuve présentés à l'audience montrent que vous êtes le bras droit du commandant du camp. À ce titre, vous répercutez des ordres qu'il prend, mais votre rôle ne s'arrête pas là. Vous remplacez le commandant du camp quand ce dernier n'est pas là. Vous pouvez aussi intervenir pour faire cesser les mauvais traitements subis par un détenu. Vous savez que des sanctions peuvent être prises contre les gardes responsables d'exactions, mais vous ne prenez pas de mesures significatives en ce sens. Vous constatez le climat de violence permanente qui règne au sein du camp et pourtant, jour après jour, vous revenez exercer vos fonctions de responsabilité à Omarska. Vous nous avez déclaré que vous seriez resté plus longtemps au camp si l'on vous avait donné le choix. En résumé, non seulement vous connaissez le système de persécution qui représente le camp d'Omarska, mais vous y adhérez, vous permettez qu'il fonctionne. Et vous remplissez si bien votre tâche que pour les victimes, vous êtes incontestablement le commandant adjoint du camp. Que vous soyez un policier professionnel aimant son métier, la Chambre l'accepte. Que vous n'auriez pas de vous-même décidé de commettre des mauvais traitements de manière systématique et répétée au préjudice de non-serbes, la Chambre l'admet. Mais vous avez participé à ce système. Et ce faisant, vous avez endossé une responsabilité criminelle. Pour les raisons exposées en détail dans le jugement, la Chambre vous déclare coupable du crime contre l'humanité de persécution et des crimes de guerre, de meurtre et de torture. Pouvez vous asseoir, M. Kavashkin, pour un instant, s'il vous plaît. M. Kos, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Lorsque vous êtes mobilisé le 16 mai 1992 dans les forces de réserve de la police, vous êtes serveur. Vous serez affecté au camp d'Omarska de fin mai à début août 1992 au moins. Au camp d'Omarska, vous êtes, selon votre défense, un jeune recrue inexpérimenté qui n'a aucune autorité d'aucune sorte. Pour le procureur, vous êtes un chef d'équipe de garde. Les éléments de preuve présentés ont convaincu la Chambre, sans doute possible, que vous étiez bien un chef d'équipe, connu sous le surnom de Krle,
Il est intéressant de noter au passage que M. Kovachka a décrit les fonctions qui vous auraient été confiées par Željko Mijakic de la même manière que M. Radić a défini les siennes, chargées des relations radio et téléphoniques. En réalité, vous êtes bien un chef d'équipe. Les gardes s'adressent à vous en cette qualité. Vous leur donnez des directives. Il vous est certes arrivé, en de très rares occasions, d'intervenir pour empêcher que des violences soient commises à l'égard d'un détenu. Mais de nombreux témoignages vous ont mis en cause, d'abord pour avoir été parfaitement en mesure de constater que des crimes avaient été commis ou étaient en train de se commettre et être restés sans réaction. Ensuite, pour avoir vous-même participé à des violences contre les détenus. Enfin, pour vous être livré occasionnellement à des extorsions de fonds au préjudice des détenus. Vous n'étiez pas seulement un maillon de la chaîne, tournant passivement en même temps que la roue. Vous étiez un maillon fort et vous n'hésitiez pas, le cas échéant, à contribuer activement à accroître la violence et la terreur au sein du camp. La Chambre vous reconnaît ainsi coupable du crime contre l'humanité, de persécution, ainsi que des crimes de guerre, de meurtre et torture. Pouvez vous asseoir, s'il vous plaît, pour un instant. Monsieur Radić, pouvez-vous lever, s'il vous plaît? Monsieur Radić, vous êtes également un policier professionnel depuis 1972. Selon vos propres déclarations, vous avez travaillé au camp d'Amorska du 28 mai 1992 à la fin août 1992, d'abord comme garde, puis comme chargé des communications radio et téléphoniques. Les éléments de preuve reçus par la Chambre montrent que vous occupez plus précisément les fonctions de chef d'équipe. Il y avait 3 chefs d'équipe à Amorska, vous-même, M. Kos et un certain Scalia. Vous étiez d'ailleurs plus connu des détenus sous votre surnom de Krkin et vous aviez une réputation, celle du chef d'équipe la plus violente. En tant que chef d'équipe, vous êtes libre de déambuler dans le camp, dans les bureaux, sur la pista, dans la Maison Blanche. Surtout, vous donnez des ordres aux gardes. En tout cas, vous exercez sur eux une autorité, en leur assignant leur poste, en leur disant de conduire les détenus à tel ou tel endroit. Votre autorité est telle que des témoins nous ont déclaré, vous pouvez faire cesser des violences à l'encontre des prisonniers, en particulier lorsqu'ils viennent de la ville où vous avez exercé vos fonctions, ou rassurer une femme sur le comportement inquiétant de l'un des gardes à son encontre. Mais cette générosité, M. Radić, est très sélective. Il résulte clairement des témoignages que les gardes de votre équipe étaient particulièrement brutaux. Vous accompagnez les détenus jusqu'au bureau où ils seront interrogés et vous les reconduisez après qu'ils aient été non seulement interrogés mais battus. Vous n'empêchez pas que des personnes extérieures, notamment M. Tadić ou M. Zizic, rentrent dans le camp et se livrent à des exactions à préjudice des détenus. Plusieurs détenus meurent des coups reçus des gardes de votre équipe. Et vous ne prenez guère de mesures pour empêcher vos gardes d'exercer des violences. Une telle attitude ne peut que constituer un encouragement à ce qu'elles se poursuivent. En outre, vous avez une attitude tout à fait inadmissible à l'égard de plusieurs femmes détenues à Amorska. Les éléments réunis contre vous à cet égard sont accablants. Vous ne vous contentez pas d'avoir des gestes déplacés ou des paroles offensantes ou d'essayer de monnayer
bons offices. Vous vous livrez à des attouchements, vous violez. Compte tenu de l'état de vulnérabilité dans lequel se trouvaient les victimes, du caractère délibéré de la souffrance qu'elles ont subie, de l'état d'angoisse dans lequel vous mainteniez les femmes détenues à Marska, la Chambre caractérise les actes de violence sexuelle qu'elle retient contre vous comme des actes de torture au sein de l'article 3 du statut. En définitive, M. Radic, la Chambre vous reconnaît coupable du crime contre l'humanité, de persécution et des crimes de guerre, de meurtre et de torture. Asseyez-vous, M. Radic. M. Zizic, veuillez vous lever, s'il vous plaît. M. Zizic, les crimes qui vous sont reprochés diffèrent de ceux reprochés à vos co-accusés, ainsi que les faits se sont déroulés non seulement à Marska, mais également à Karaterm et Tornpolje. De nombreux témoins ont évoqué la violence de votre comportement, y compris à l'égard de ceux qui, quelques jours à peine auparavant, vous étaient très proches. Les faits sont patents. Tantôt seul, tantôt en compagnie d'individus de votre acabit, vous vous saisissez d'un détenu. Il vous arrive de lui réclamer de l'argent, mais vous ne vous contentez pas de cela. Vous aimez utiliser la force, vous aimez faire mal, vous aimez pousser les détenus à la limite de leur capacité à endurer la souffrance, n'hésitant pas parfois à utiliser des armes, comme un bâton muni d'une boule de métal à l'extrémité. Vous aimez humilier aussi, forçant les détenus à la paix, l'eau, comme les chiens, ou à boire leur propre sang. Vous vous acharnez parfois, par exemple en faisant courir un détenu avec une mitrailleuse, puis le frappant encore. Votre violence se distingue à ce point qu'un rapport a été établi contre vous. La Chambre a tenu à distinguer parmi les crimes qui vous sont reprochés ceux qui vous sont imputables et ceux à l'égard desquels il existe un doute. Vous êtes ainsi acquitté notamment de l'incident dit massacre de la salle 3 au camp de Karaterm et de quelques autres incidents. Mais la liste de vos victimes, pour lesquelles il n'existe aucun doute raisonnable, est longue, très longue, M. Zizic. Si vous avez pu abuser de l'alcool et de tranquillisants, vous ne vous êtes pas trouvé à un état d'intoxication aiguë à l'époque des faits, susceptible d'abolir votre capacité à agir. En définitive, dans le jugement, la Chambre vous déclare coupable du crime contre l'humanité de persécution et des crimes de guerre, de meurtre, torture et traitement cruel. Vous pouvez vous asseoir, M. Zizic. Monsieur Perchat, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Âgé de près de 55 ans, vous étiez à la retraite le 29 avril 1992. Mobilisé pour reprendre votre métier de technicien de police scientifique au poste de police d'Omarska. Vous avez été affecté au camp d'Omarska le 14 juillet et vous y êtes resté jusqu'au 6 août 1992. Le débat essentiel en ce qui vous concerne, M. Perchat, a été de savoir quelle était votre position au sein du camp, l'accusation soutenant que vous étiez le commandant adjoint et votre défense alléguant que vous n'étiez qu'un agent administratif sans autorité. Les témoins ont confirmé que vous passiez la majeure partie de votre temps dans une pièce du bâtiment administratif. Mais cette pièce se trouve à quelques mètres à peine des bureaux où sont interrogés les détenus. Vous circulez librement dans le camp. On vous voit souvent avec des listes à la main. Ces listes servent à appeler des détenus pour les faire passer d'un
un endroit du camp à un autre, notamment lorsqu'il s'agit pour eux d'aller subir un interrogatoire ou d'organiser les transferts du camp d'Omarska vers un autre camp ou une autre destination. Les gardes s'adressent à vous en cas de problème. Vous demandent par exemple l'autorisation de sortir un détenu de la Maison Blanche. Pour les détenus, vous êtes le commandant adjoint du camp. La Chambre considère que la preuve n'a pas été rapportée de ce que telle était bien votre position, mais relève que vous aviez parfaitement connaissance de la violence régnant dans le camp et des crimes qui se commettaient. Vous n'êtes cependant pratiquement jamais intervenu et avez effectué vos tâches avec diligence, contribuant activement au système de persécution en place. La Chambre vous déclare donc coupable du crime contre l'humanité de persécution et des crimes de guerre, de meurtre et torture. Pouvez vous asseoir, M. Pertsach. Comme l'a dit Bertolt Brecht, le ventre est un corps fécond d'où est sortie la bête immonde. Il faut faire mentir Brecht. La justice peut contribuer à ce but par la mesure des jugements qu'elle prononce. Chaque situation individuelle est unique. Pour déterminer la peine que chacun de vous mérite, nous avons naturellement pris en compte la gravité des crimes qui vous sont respectivement imputés. En outre, nous avons voulu signifier clairement 3 éléments qui nous paraissent déterminants pour la fixation de la peine. Le premier élément tient à la combinaison de la position hiérarchique d'un accusé et de sa participation physique au crime. Le deuxième élément, c'est le souci d'apaiser les victimes, le souci de ne pas encourager un quelconque sentiment de vengeance, car, comme l'exprime judicieusement une maxime chinoise, si vous cherchez à vous venger, creusez 2 tombes. Le troisième élément, en revanche, joue un sens inverse. C'est l'observation qu'au regard des crimes commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, notamment à Prijedor, il y a des personnes dont la responsabilité individuelle est bien supérieure à la vôtre. Cet élément joue incontestablement dans le sens d'une atténuation de la peine. Pour toutes les raisons que nous venons d'évoquer et qui sont exposées en détail dans le jugement, cette Chambre condamne chacun d'entre vous en tant que membre d'une entreprise criminelle pour les faits commis à Omarska et M. Zizic seul pour les faits commis à Karaterm et Tornpolier et prononce à votre rencontre. Pouvez-vous lever tous ensemble, s'il vous plaît? M. Kovachka, la peine de 7 ans d'emprisonnement. M. Kos, la peine de 6 ans d'emprisonnement. M. Radic, la peine de 20 ans d'emprisonnement. M. Zizic, la peine de 25 ans d'emprisonnement. M. Pertsach, la peine de 5 ans d'emprisonnement. L'audience est levée. All right, Fayavulavain.